Bonjour. D'abord, merci au comité d'organisation d'avoir donné la possibilité de parler du projet Olovini. Juste pour préciser que c'est un projet qui était financé par le métaprogramme Oleflux, mais c'est un projet qui est fait en parallèle à Bordeaux avec les gens de l'ISEV et à Montpellier. Moi, je vous parlerai, et comme Paul l'a fait, on va parler que de la part des parties des résultats montpelliérains. En fait, pour revenir un petit peu à la genèse du projet, on a tous en tête l'image de différents paysages. Ces paysages se caractérisent par des conditions d'environnement, de température, de sol qui sont différentes. Et ces conditions pédoclimatiques vont conduire à des maturations différentes des raisins dans les parcelles. Et les vins, on attend des vins qui soient l'expression de ces conditions de maturité différentielle des raisins dans les différents terroirs. Sauf que pour faire du vin, on revient à cette question de fermentation, et la dimension en fait microbiote a été très longtemps ignorée. Pendant très longtemps, on considérait que c'était Sérévisier qui faisait le boulot, et puis les autres, c'était pas trop important. Et en fait, depuis, on va dire 15 ans, 20 ans, mais plutôt les 10 dernières années, en fait, grâce à l'essor des approches de métagénomique, on a pu comprendre l'importance des microbiotes du raisin, et on a vu l'importance de ces microbiotes sur les profils métaboliques des vins. Par contre, il y a quand même un point qui est toujours obscur, c'est l'importance de ces variations métaboliques sur la qualité des produits. Donc c'est un point qu'on a voulu aborder, à la fois valider que ces différences de profils métaboliques avaient une incidence qualitative sur les profils des vins, qu'on voudrait bien sûr essayer ensuite de relier par rapport à ces différences de microbiotes, comme l'a évoqué Paul. Donc, notre dispositif expérimental, Paul vous l'a présenté. Il se fait grâce à un réseau de 8 parcelles de la OPEPIC Saint-Loup et de l'INRAE Pêche Rouge. Il vient de soi que le projet a vraiment du sens qu'avec l'appui de vignerons de l'AOP. Donc, on doit vraiment insister sur l'importance de leur participation au projet et de leur volonté à participer, à se mettre à disposition, nous permettre d'échantillonner dans les parcelles et puis aussi de procéder à des vinifications également. Et un point très important, là où les vignerons étaient vraiment super, ont une importance particulière, c'est qu'ils ont réalisé des vinifications dans leur chai, des parcelles, et ils ont divisé ces vinifications en 2 lots. Un lot avec une fermentation en conditions réelles ensemencée et un lot en conditions réelles non ensemencées. Et c'est aussi un des points qui me paraissait important pour avoir des conditions, évaluer ces paramètres dans des conditions réelles et pas au laboratoire. Et donc une modalité où on a ensemencé la fermentation, où Sérévisier va enclencher très vite et on peut gommer la flore indigène, et une fermentation dite spontanée où à ce moment-là, un grand nombre de micro-organismes vont se développer avec rapidement un développement de la fermentation alcoolique, mais plus lent que dans le cas d'une fermentation ensemencée. En fin de fermentation, on a récupéré 10 litres de ces vins et on a procédé à la fermentation malolactique. Et à la fin de la fermentation malolactique, on a soutiré les vins et on les a mis en bouteille. Il n'y a pas eu de filtration. On a ensuite procédé à des analyses, on va dire, œnologiques classiques avec des paramètres que l'alcool, les sucres, les acides et enfin tout ce qui est polyphénol de Toto. On a analysé les profils de composés volatiles en chromatographie en phase gazeuse. Et enfin, on a essayé de procéder à une analyse sensorielle des vins. On a aussi fait, je ne l'ai pas évoqué ici, mais des analyses de microbiote tout au long du procédé. Malheureusement, comme on n'a pas encore les résultats, je ne pourrais pas vous en parler. Alors, en ce qui concerne les analyses œnologiques classiques, en fait, j'ai choisi de les présenter sous forme d'une ACP, qui a l'avantage de résumer les données en espace plus simple. Sur les 2 premiers axes de l'ACP, qui représentent 50% des données, en fait, on a ici le premier axe avec les données de couleur qui correspondent avec le premier axe, et l'éthanol aussi pas mal avec ce premier axe. Et on voit que ici, sur la carte factorielle des individus, on voit regrouper, en fait, il y a 3 points, c'est chaque modalité de vin fermenté plus la moyenne entre les deux. On voit que les vins sont regroupés par couleur qui correspondent à chaque parcelle, en fait, chaque domaine. Et on voit que c'est assez clair
donc les vins d'un domaine sont très souvent sont regroupés, sont proches. Ce qui est quelque part attendu, parce qu'on attendait sur des paramètres macro, on attendait que, que ces vins de deux modèles de fermentation soient proches. Mais quand on s'intéresse aux paramètres analytiques, on voit que les différences sont significatives sur de nombreux paramètres, en particulier l'éthanol, l'acide, la couleur, les conditions de taux. Et en fait, cet axe qu'on voit ici, là, horizontal, c'est globalement une différenciation de maturité entre les parcelles, entre ici et ici. Ces parcelles ici sont peut-être plus récoltées plus mûres que les parcelles choisies à gauche de la carte. Mais par contre, parmi ces paramètres, il y a deux acides, l'acide succinique et l'acide alpha-cétonique, qui sont des acides qui sont produits par les levures, pour lesquels on a des différences significatives entre les molécules levurées et non levurées, ce qui valide bien un effet potentiel du microbiote sur les profils chimiques des vins. Ok, donc ça c'est l'analyse chimique de base, mais qu'en est-il de composés volatiles qui s'approchent le plus de l'année sensorielle? On a analysé, donc on a extrait une fraction de la fraction volatile des vins grâce à une technologie un peu spécifique, qui s'appelle d'adsorption sur un petit barreau magnétique, et puis qui va désorber les composés. Mais cette technique globale d'analyse de composés permet d'avoir un profil aromatique qui reflète les arômes des vins. Et là aussi, comme on avait 44 composés, on les a résumés aussi dans une ACP. J'ai présenté seulement ceux qui sont les mieux représentés. On voit que là, on a un axe avec, par exemple, le bêta-citronellol et puis les octanoïques ici, et des éthylesters ici. En fait, la cartographie des individus donne quelque chose de très similaire à ce qu'on a vu précédemment, avec les 3 vins d'un seul domaine qui sont regroupés, ce qu'on voit ici. Peut-être c'est moins net que dans la cartographie précédente, mais d'une manière générale, on retrouve malgré tout cette similarité entre les vins issus d'un même domaine. Mais si vous regardez bien, malgré tout, les modalités ensemencées sont légèrement décalées par rapport aux modalités spontanées ici, avec les modalités ensemencées plutôt à gauche et les modalités spontanées plutôt à droite. Et quand on regarde quelles sont les variables significatives, en fait, on se rend compte que ça explique les choses. On a bien sûr des différences significatives pour un grand nombre de paramètres entre les domaines, mais ça, c'est ce qu'on attendait en fonction des différences de maturité. Mais ce qui concerne sur des composés volatiles, on trouve en particulier sur le citronellol et le phényléthanol, on voit des différences significatives autour de cet axe, et ça correspond bien, suit bien les différences entre les molécules ensemencées et non ensemencées. Ok, ça c'est de la chimie, mais la vraie question c'est qu'en est-il du sensoriel? Alors on a fait appel à l'expertise du plateau d'analyse sensorielle, de SPO. Et dans un premier temps, la première chose qu'on peut faire, c'est chercher à faire apparaître des différences entre des modalités ensemencées et non ensemencées. Comme on avait une paire de vins, on a cherché à faire des différences par triangulaires entre les vins. Comme les vins n'étaient pas filtrés, on a tout dégusté dans des verres noirs, à la fois du point de vue olfactif et gustatif. Le jury comprenait 25 personnes. Et bien sûr, on a des aspects, je laisse tout l'aspect préparatif sensoriel à mes collègues de la plateforme d'analyse sensorielle, mais l'ordre était randomisé et on fait le traitement ad hoc. Et la conclusion de l'histoire, c'est qu'on a trouvé des différences significatives pour 6 des 8 domaines pour lesquels on a fait ces triangulaires. Et ça laisse penser que dans la majorité des cas, les dégustateurs étaient capables de différencier les modalités ensemencées et non ensemencées. Alors ok, ça dit qu'il y a des différences, mais ça ne dit pas quel type de différence on a. Et pour ça, mes collègues ont fait une deuxième type d'analyse qu'on appelle CATA, ou qu'on appelle Check All Data Applied, j'ai peut-être mis le C pour check, avec un jury plus réduit, et égal toujours en vert noir. Alors on a cherché à représenter le positionnement des vins par rapport à un des descripteurs, et on cherchait la fréquence d'oscillation de ces descripteurs. Donc je vous laisse le traitement fait, mais ce qu'on peut retenir, ce qu'on peut retenir de cette analyse, c'est que d'une part, l'effet du domaine, je ne sais pas où j'en suis là. Ouais. L'effet du domaine et pas lancement était un effet significatif. En fait, on pouvait trouver 2 groupes ici, en haut et en bas,
qu'on voit ici, clusterés, et en fait qui correspondent à cette partie ici dans la carte factorielle, et ces vins étaient différenciés entre eux sur des critères de poivré, d'astringence et peut-être plus de grade de sucrosité dans l'autre seconde modalité. Mais par contre, en ce qui concerne l'effet ensemencement, globalement, en fait, on n'a pas vu d'effet. Par contre, on peut noter qu'il y avait un vin qui était ici, qui semblait différent de son frère non ensemencé, qui est ses modalités. Et puis, il y a, alors ça ne semblait pas significatif, mais dans le niveau des clustering, il y avait aussi ces modalités-là qui paraissent un peu plus éloignées, mais même si ils sont beaucoup plus proches. Mais ça, c'était pas significatif, en fait, globalement. Donc, en fait, par contre, on a des vins qui sont très proches, dont certains pour lesquels on avait vu en triangulaire qu'ils étaient en effet non différenciables. Enfin, l'analyse aussi Qatar permet aussi d'analyser chaque descripteur, et en fait, on se rend compte qu'on a très souvent des petites différences sur un ou l'autre descripteur entre les modalités levurées ou non levurées, mais on ne peut pas en tirer des conclusions générales pour l'ensemble des modalités. Donc en conclusion, nos premiers résultats mettent en évidence qu'il y a bien que les vins issus de fermentation non ensemencés diffèrent des vins ensemencés, c'est-à-dire qu'en fait que le microbiote va participer à une différenciation chimique des vins, mais aussi au niveau sensoriel, comme on l'a pu voir ensuite. On n'a pas vu de défaut majeur dans tous les vins produits par fermentation non ensemencée. On a eu un cas, une production plus élevée d'acide acétique, mais ce n'est pas une généralité. Bien sûr, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. On attend les résultats de la caractérisation fine des composés phénoliques. Bien sûr, on attend le résultat de l'analyse de la composition microbienne. Et bien sûr, on rêve de pouvoir mettre tout ça en relation pour vous en dire davantage. Voilà. On vous remercie de votre attention. Et puis, à nouveau, je tiens à remercier les financeurs, INRAE pour le métaprogramme Le Flux, la région Occitanie pour la thèse de Paul, et surtout les domaines partenaires, parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire ce projet-là. Et enfin, pour finir, forcément, tous mes collègues de l'MRSPO qui ont participé au projet, en particulier l'équipe ADEL et mes collègues du CIRM Levure. Voilà, je vous remercie.